La décision tant redoutée par les salariés de Tilly-Sapco est donc tombée ce matin. Lors d'un comité d'entreprise extraordinaire, le PDG a annoncé qu'il devait placer son entreprise en situation de cessation de paiement. Tilly-Sapco, ce sont 340 emplois directs sur l'abattoir de volailles de Gare-l'Esquin. Une audience est prévue demain après-midi devant le tribunal de commerce. Mathieu Herry, Gilbert Kefelec. Chômage partiel oblige, les chaînes d'abattage ne tournaient pas aujourd'hui chez Tilly-Sapco. Mais les salariés étaient tous là pour entendre de la bouche de leur président la nouvelle qu'ils craignaient le plus. Faute d'accord avec ses créanciers, le groupe volailler est en cessation de paiement et devrait être placé en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce. C'est une nouvelle étape qui s'ouvre avec la possibilité pour beaucoup d'acteurs de se positionner pour la reprise de ce site qui, encore une fois, j'y ai fait 15 millions d'euros d'investissement sur les 5-6 dernières années avec des technologies d'avant-garde qui peut véritablement intéresser des acteurs. La reprise de cet outil qui emploie près de 340 personnes, c'est aussi l'espoir des éleveurs qui fournissent en poulet l'usine de Gare-l'Esquin. Peut-être ça va permettre de débloquer justement la situation et que les repreneurs, après la liquidation, soient intéressés parce qu'ils auraient l'outil pour un coût qui serait quand même différent. Ils ne reprennent pas le passif, donc ça peut permettre de repartir dans une meilleure situation pour le repreneur, quoi. Le groupe, qui produit surtout du poulet congelé pour l'export, met en avant le soutien d'un client en Arabie Saoudite pour demander au tribunal de commerce la poursuite de son activité. Un message qui sera également relayé par les salariés demain après-midi à Brest. Notre démarche, elle est collective avec mes collègues. On est dans cette démarche-là avec les salariés d'essayer de maintenir tous les emplois sur Tilly-Sapco. Donc c'est le but de notre présence au tribunal demain. Et ce sera ce qu'on dira également aux juges qui sont présents. Dans la tourmente depuis plus d'un an, suite à l'arrêt des restitutions des subventions européennes à l'export, le président de Tilly-Sapco ne sera pas seul demain au moment de convaincre les juges du tribunal de commerce. Et justement, depuis des mois, dans ce journal régional, nous vous parlons de la situation de Tilly-Sapco, une entreprise dont cœur d'activité, c'est l'export de poulets surgelés, vous l'avez entendu. Et ces derniers temps, il y a eu en effet la fin des aides européennes à l'exportation, l'embargo russe, autant d'éléments qui ont lourdement pesé. Tanguy Kermarek, Bertrand Le Gall. C'était il y a presque un an. Tilly-Sapco inaugurait devant la presse et des élus son nouvel atelier de saucisses de volaille. Une piste de diversification pour pallier la fin des subventions européennes. Pourtant, 10 jours après, la société, confrontée à des difficultés de plus en plus grandes, annonçait l'arrêt de ses exportations. Mais tu te rends compte ce qu'ils nous ont fait? Charger les camions à bloc. La colère des 350 salariés va s'exprimer à la sous-préfecture de Morlaix. Prise d'assaut. Daniel Sauvager, le PDG de l'entreprise, prenant lui-même la tête de la fronde. C'est Monsieur Le Foll qui porte la responsabilité. Quand il ose dire qu'il n'a pas d'informations depuis février, j'ai écrit des rapports et des rapports. J'ai vu des milliers de gens dans tous ces ministères. Donc aujourd'hui, ça suffit. L'activité s'est depuis poursuivie en pointillé. Avec une ultime mobilisation en juillet, les salariés espéraient un sursaut des pouvoirs publics pour trouver une issue. On n'osait pas encore alors prononcer le mot de liquidation. Maintenant, c'est fait. Je suis en train. Et à 25 km de Gare-l'Esquin et de Tilly-Sapco, il y a Morlaix où s'est cristallisé ce week-end la colère et le mal-être des producteurs de légumes. Dans la nuit de vendredi à samedi, ils ont incendié le centre des impôts et la mutualité sociale agricole. L'enquête diligentée par le parquet de Brest se poursuit. État des lieux avec Catherine Carlier, Catherine Aubel et Christian Paulet. Ce matin à Morlaix, les fonctionnaires des impôts sont venus voir les dégâts causés par les légumiers. Un arrêté municipal de menace d'effondrement a été pris et le périmètre de sécurité a été agrandi. Les experts sont attendus demain. Ce n'est pas la première fois que l'édifice des finances publiques est pris comme symbole de révolte par des manifestants. On a un service public à assurer, on a aussi des conditions de travail pas faciles. C'est la période des impôts locaux, de l'impôt sur le revenu. Et c'est vrai que on ne va pas pouvoir assurer nos tâches. Pour les contribuables, ce n'est pas normal. C'est clair qu'on en a marre, on est révoltés. La police scientifique est arrivée en fin de matinée sur les lieux pour relever tous les indices, car le parquet de Brest a ouvert une enquête en flagrance pour dégradation de biens d'utilité publique. Mais il y a une interrogation. Dans la nuit de vendredi à samedi, lors de ces violences, les forces de l'ordre n'étaient guère présentes. Je dirais que ces actes étaient prévisibles. Et pour autant, les pouvoirs publics n'ont pas décidé de sécuriser le bâtiment. On savait qu'il y avait des CRS en sous-préfecture. Donc le choix, clairement, a été fait de protéger la sous-préfecture et de ne pas protéger le centre des finances publiques, ni la MSA. On pense aussi aux salariés de la MSA.
Autre polémique, d'après certains témoins de l'incendie de l'hôtel des impôts, des manifestants auraient essayé d'entraver avec leurs tracteurs l'arrivée des camions de pompiers. Le parquet de Brest a lancé un appel à témoins. Pour l'heure, aucune interpellation n'a eu lieu. Bonsoir Thierry Mérette, vous êtes le président de la FDSEA du Finistère. Alors on va revenir sur ces propos qui ont fait causer samedi. Vous avez dit, je cite, tirer un coup de chapeau à ceux qui ont osé faire ce qu'ils ont fait en tant que président départemental du plus grand syndicat agricole français. Vous ne condamnez donc pas ces violences ? Non, parce que malheureusement, je vais remonter très vite, mais le 5 décembre 2012, nous étions plus de 1000 personnes à Morlaix, dans le calme, la dignité. Il n'y avait d'ailleurs pas que des producteurs de légumes. Il y avait aussi des producteurs de volailles qu'on a vus et des salariés qui étaient déjà inquiets de leur devenir. Leur slogan à l'époque, c'était remettre l'économie au cœur des décisions, parce qu'ils se sentaient abandonnés par Paris. C'est tout simplement cela. Il y a eu Stéphane Le Foll, qui est quand même venu au mois d'avril 2013 dans le Finistère, à qui on a réexpliqué des choses et on n'a jamais rien vu de concret. Sauf que il y a eu un ras-le-bol, des gens en détresse, du désespoir, avec des choses que je ne partage pas forcément, mais il n'empêche que, là, pour le coup, j'ai entendu Manuel Valls s'exprimer, Bertrand Cazeneuve, Stéphane Le Foll, pas que des choses gentilles, mais pour le moins, moi, maintenant, ce que je leur demande, c'est qu'ils viennent dialoguer avec nous. On va revenir par là, mais ce qu'on entend bien, c'est que vous ne condamnez pas donc, ces événements. On fait une pause pour regarder un reportage et évoquer les problèmes de fond. Suite à ces difficultés vécues par les légumiers, les présidents des 3 coopératives de Bretagne doivent rencontrer le ministre de l'Agriculture. Rendez-vous est pris en principe pour ce mercredi. Et aujourd'hui, l'une de nos équipes est allée à la rencontre de producteurs de légumes pour comprendre les raisons de leur malaise, de leur colère. Voyez ce reportage de Karine Sévère et Lionel Bonis dans le pays de Saint-Malo. 3000 hectares de culture, 80 producteurs, 400 salariés. La région malouine représente la 3e zone légumière de Bretagne. Bien plus petite que celle du Finistère et des Côtes-d'Armor, elle ne souffre pas moins de la conjoncture. C'est une année complètement sinistrée. On est dans des chiffres quand même qui sont, c'est sûrement la pire des années depuis 15 ans. Quand vous passez 30 à 40% de la production, vous la laissez au champ, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. La coopérative de la région malouine expédie la quasi-totalité de la production. Près de 40% vers le marché national, 60% vers l'étranger. Et c'est ici, au marché au cadran, que les prix des légumes sont fixés selon l'offre et la demande. Une demande qui dépend surtout du climat. La chaleur, la pluie, le gel dans un endroit peut constituer un avantage pour la région de Bretagne. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on a un climat beaucoup plus tempéré en ayant de la marchandise presque tout le temps. Donc on est là pour pallier vraiment à des coups durs. Et quand il n'y a pas de coups durs nulle part, on est comme les autres, on subit. Et c'est ce qui se passe en ce moment. À l'absence d'hiver, s'est ajouté l'embargo russe et la baisse générale du pouvoir d'achat. De quoi doper la surproduction et faire chuter les cours. Le problème, c'est que la clientèle des grandes surfaces n'en profite pas vraiment. Elles sont très lentes à répercuter nos prix. Si on part sur un prix très bas, il faut 8-10 jours avant qu'on voit des influences sur le marché auprès du consommateur. Il faut qu'elle soit beaucoup plus réactive, la grande distribution, quand les prix baissent, pour essayer de favoriser la consommation. Les grandes enseignes sont-elles prêtes à réduire leurs marges ? Beaucoup d'agriculteurs n'y croient pas. En revanche, ils espèrent obtenir rapidement du gouvernement des aménagements fiscaux pour compenser leur baisse de trésorerie. Alors Thierry Mérette, il y avait une réunion cet après-midi, FRSEA, Jeunes Agriculteurs à la Maison d'Agriculture de Rennes. Qu'est-ce qu'il en est ressorti de cette réunion ? Alors je reviendrai tout à l'heure sur les problèmes spécifiquement légumiers. Mais ça a été l'expression de représentants de la production laitière, de représentants de la production de volaille, de représentants de la production porcine, qui eux aussi témoignaient de ce ras-le-bol et de ce manque d'écoute aujourd'hui à Paris. Donc ça a été de dire que au niveau régional, on soutient ce qui s'est passé et on comprend ce qui s'est passé vendredi dernier à Morlaix. Donc malaise, dites-vous, sur l'ensemble du monde agricole. Pour les légumiers en l'état, qu'est-ce que vous demandez dans l'urgence ? Alors, dans l'urgence, on a parlé de l'embargo russe. Moi, je suis désolé, mais de voir
recevoir la CICAD Saint-Paul-de-Léon, qui représente 1500 adhérents, recevoir un chèque de 353,70 € pour pallier au manque, à l'embargo russe, pardon, le producteur de légumes, heureusement que le vendredi soir, il n'était pas au courant de cela. Parce que ça représente un peu plus de 23 centimes d'euros par adhérent. Autant dire rien et que c'est se moquer du monde. Donc j'espère que mercredi, à la rencontre où les 3 organisations de producteurs vont être reçues par Stéphane Le Foll, il y aura des actes qui effectivement permettront d'essayer de tempérer un petit peu le désarroi des agriculteurs. Et dans la rue, vous allez veiller à ce que dans les faits ce soit tempéré aussi. Il y a des actions qui sont annoncées en Bretagne. La prochaine, c'est quand déjà? Demain, après-demain? Et ce sera dans le calme, vous l'assurez? Tout dépendra de ce qui se passera déjà mercredi matin, mais je ne fais pas de menaces. Mais il est évident qu'aujourd'hui, entre les producteurs de volailles, les producteurs de porc, mais je mets dans la boucle les artisans, les transporteurs, etc. Tout le monde veut bouger parce que tous les besogneux que nous sommes aujourd'hui se sentent aujourd'hui dédaignés par Paris et ils ont envie de témoigner, de dire qu'ils ont envie de vivre et de travailler au pays. Merci Thierry Mérette d'être venu sur ce plateau. J'ajoute que vous serez à Nantes samedi puisque le collectif Vivre, Décider, Travailler en Bretagne, dont vous êtes l'un des porte-parole, appelle à un rassemblement pour une Bretagne 5 sur 5, pour une Bretagne réunifiée à 5 départements avec le retour de la Loire-Atlantique. C'est aussi le vœu de l'association Produits en Bretagne qui prend à nouveau position en ce 22 septembre. Cette association regroupe près de 330 entreprises. Elle en appelle à une consultation populaire en marge du choix des élus politiques pour trancher le débat. Écoutez. Je demande simplement qu'on applique des principes qui ont été établis ailleurs, dans d'autres pays, qui ont fait leurs preuves, ou pour le oui ou pour le non tout récemment en Écosse. Mais en tout cas, on a demandé aux populations ce qu'elles en pensaient. Et ça me paraît être le minimum qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est vraiment de demander en concertation aux populations ce qu'elles en pensent. Parce que c'est quand même bien leur avenir qui est en cause. Et une Bretagne à 4 départements, ce n'est pas la même chose qu'une Bretagne à 5 départements. Moi, je voudrais bien quand même que les populations soient largement concernées par ce choix.